Bonsoir à tous, merci d'être si nombreux. Alors moi je suis Emmanuel Guy et voici Christophe Darmanjat et on est en binôme donc pour présenter cette conférence qui fait en fait office de clôture pour nous d'un débat qui a duré pendant 3 jours à peu près, oui 3 jours, et au cours duquel donc on a abordé un problème ou une question en tout cas que j'ai relancé ou posé il y a quelque temps à travers un livre qui s'appelle Ce que l'art préhistorique dit de nos origines. Et dans ce livre, j'émets une hypothèse à la suite d'autres chercheurs. Je n'ai pas du tout la paternité de cette hypothèse. L'hypothèse en question, elle est la suivante. Elle est celle de supposer que peut-être les sociétés du Paléolithique supérieur européen n'étaient pas des sociétés aussi égalitaires qu'on le pense habituellement. Alors, avant d'aller plus avant, je pense qu'il est important de préciser le sens des mots égalitaire, inégalitaire. La manière dont j'utilise ce vocabulaire, il faut l'entendre comme inégalité de richesse, inégalité socio-économique, éventuellement inégalité de richesse à caractère héréditaire, c'est-à-dire faut imaginer des élites ou une forme d'aristocratie ou de noblesse, et pas simplement inégalité au sens, si vous voulez, de rapport de force au sein d'un groupe humain, voire même d'un groupe animal, avec des mâles dominants ou des rapports, je dirais, d'inégalité politique. Mais là, c'est ce qui était le point de départ de cette réflexion, c'était vraiment la question de l'inégalité socio-économique. Et donc, comme je vous le disais, c'est une question qui en fait revient de manière assez récurrente dans la recherche préhistorique, puisque, alors je ne vais pas faire un historique détaillé de toute cette histoire, mais on se rend compte que depuis une cinquantaine d'années, régulièrement, des chercheurs font la proposition que ces sociétés étaient peut-être donc moins égalitaire qu'on le pense. Puisque le modèle qui a été admis jusqu'à maintenant est au contraire un modèle de société très égalitaire, et là encore je le dis sous l'angle économique, c'est-à-dire des sociétés de chasse et de cueillette, des petits effectifs qui nomadisent dans un territoire donné et dans lesquels il n'y a pas de différence majeure. Tout le monde est à même de pratiquer à peu près toutes les mêmes tâches, même si on peut imaginer que certains individus, sur la base de leur aptitude personnelle, de leur talent à la chasse, à pratiquer des rituels, etc., puissent se différencier dans une certaine mesure du reste du groupe, puissent avoir même des choses qui leur sont strictement réservées, des pratiques ou des comportements qui leur sont réservés, mais d'une manière générale, on considère que dans ces sociétés, il n'y a pas de différenciation, en tout cas d'accès dans l'accès aux ressources. Il n'y a pas de différence de statut particulier. Et ce point de vue, je dirais, il est étayé par la connaissance de populations subactuelles de chasseurs-cueilleurs, dans lesquelles, effectivement, on voit qu'il n'y a pas il n'y a pas de rapport de propriété qui puisse se manifester, que tout le monde à l'intérieur du groupe partage les biens quand il y en a. Enfin, je veux dire qu'il y a une forme d'équité sociale qui est très prononcée. Et donc, c'est sur ce modèle, disons, qu'on a considéré que les sociétés du Paléolithique supérieur étaient dépourvues, elles aussi, d'inégalité. Je rajoute que ce modèle est aussi appuyé par un autre point qui est au fond l'équation que l'on a fait jusqu'à présent très souvent entre l'apparition de l'agriculture et de l'élevage, c'est-à-dire l'apparition de la production, et à travers elle la production donc de surplus alimentaire et donc d'une certaine forme de richesse, et le fait que le stockage, la conservation de ces richesses
avait conduit naturellement, finalement, des populations à s'approprier à la fois les terres productives, les ressources évidemment elles-mêmes, et que de là étaient nées au fond les inégalités sociales depuis donc le néolithique et dont on voit encore évidemment bien entendu les effets aujourd'hui. Hein, si on considère, ça a été rappelé ce matin dans une discussion, que environ 1% de la population détient 50% de la richesse mondiale. Donc, si vous voulez, on peut dire que malgré quelques exceptions, ce modèle très égalitaire est celui qui a dominé notre perception des sociétés paléolithiques jusqu'à aujourd'hui encore, et il continue très largement de dominer. Alors, j'évoquais quelques exceptions. Parmi elles, j'en citerai principalement une, parce que peut-être que vous avez eu l'occasion de lire ses travaux, d'en entendre parler. Je pense donc aux travaux d'un ethno-archéologue canadien qui s'appelle Brian Hayden, qui a publié il y a une quinzaine d'années un livre qui s'appelle « L'origine des inégalités », ou « L'homme et l'inégalité » peut-être, et dans lequel donc il défend une thèse très audacieuse, hein, qui est donc celle de dire « mais non, vous n'avez pas, on n'a pas très bien compris jusqu'à présent, c'est tout le contraire qui s'est passé, c'est-à-dire que les chasseurs-cueilleurs du Paléolithique étaient déjà structurés de manière très hiérarchique, très inégalitaire, et donc voilà, il faut changer complètement notre manière de percevoir le Paléolithique supérieur. On a fait fausse route. » Et il lui a été reproché que au fond, beaucoup de ces affirmations manquaient de preuves, évidemment. Bon, ça, on pouvait éventuellement s'en douter, mais étaient quand même paraissaient assez gratuites ou ne reposaient pas sur des données très, très quantifiables et très, très précises. Donc, on peut dire que d'une manière générale, il y a une certaine défiance à l'égard de cette idée, à la fois pour des raisons, effectivement, je dirais archéologiques, hein, d'invisibilité ou de difficulté à repérer l'inégalité sociale sur un strict plan archéologique, excusez-moi, et puis une autre raison peut-être plus idéologique, ou en tout cas une difficulté au fond à sortir de schémas qui sont très établis et pour lesquels voilà, on n'est pas forcément disposé à changer de point de vue. Alors moi je suis arrivé, si je puis dire, dans cette histoire de manière un petit peu détournée, puisque mon sujet d'étude en temps normal c'est l'art paléolithique. Et je dirais que c'est sur la base d'une réflexion plus globale sur la forme ou la représentation au Paléolithique que j'ai, à mon tour, été amené à m'interroger sur un certain nombre de choix ou de partis pris visuels qui me semblaient être très saillants à l'observation de l'art paléolithique dans sa globalité. Encore une fois, là, c'est un point de vue, c'est une analyse qui traite de manière l'art paléolithique de manière très générale. Hein. Je ne prétends pas aborder toutes ces nuances, toute sa diversité de supports, de matériaux, etc. Mais je dirais que d'une manière très globale, j'ai été frappé, et depuis longtemps évidemment, et je ne suis pas le seul, hein, on peut dire que c'est même c'est une banalité, peut-être pas une platitude, mais en tout cas une certaine banalité de faire ce constat que l'art paléolithique était caractérisé par son très fort naturalisme. Et je traduis tout de suite le terme naturalisme par réalisme, hein, je l'associe, pour dire simplement qu'à travers le terme naturalisme, qui peut avoir des connotations diverses et variées, il y a donc un désir vraiment d'imitation qui est très, très saillant. Voilà, qui est tout à fait saillant. Dès qu'on ouvre un livre sur l'art paléolithique, on est frappé par le savoir-faire artistique et surtout cet incroyable désir de fidélité à l'observation qui s'est manifesté dès les premières représentations. Donc, dès l'époque de la grotte Chauvet, comme vous le voyez sur cette image, mais qui va perdurer pendant les 20 ou 25 millénaires donc, que dure l'art paléolithique. Et je vous ai mis ici un autre exemple tout à fait spectaculaire et fascinant de ce savoir-faire dans l'illusionnisme, dans l'imitation. Et il est vrai que pour quelqu'un qui s'intéresse à l'art au-delà même des frontières du Paléolithique supérieur,
la question naturaliste, très souvent, est une question qui n'est pas tout à fait innocente, puisque quand on regarde du côté de l'histoire de l'art, on se rend compte que le naturalisme, ce désir de fidélité à l'observation, est souvent le produit de certaines structures sociales. Je veux dire par là que, et de manière sans doute qui pourrait paraître un peu simpliste, mais le désir d'imitation, habituellement, traduit une forme d'objectivation du monde et d'une certaine manière aussi d'appropriation de ce monde. C'est-à-dire qu'on se rend compte que depuis la Grèce antique jusqu'à l'époque des cités-États florentines, donc l'époque de la Renaissance, à chaque fois qu'il y a eu une poussée de naturalisme artistique, et c'était le cas de la Renaissance après le Moyen-Âge, on voit très bien qu'à chaque fois, c'est une minorité sociale qui possède, qui est au pouvoir, et qui, au fond, exprime une forme de prestige par la performance illusionniste, parce que représente la capacité à imiter le monde. Et j'ai fait le lien éventuel ce rapport avait pu aussi exister au paléolithique supérieur, c'est-à-dire que par-delà la question religieuse, rituelle, sur laquelle je pense qu'il y a peu de doute à avoir quant à la motivation profonde de l'art pariétal notamment, je me suis demandé si au fond le naturalisme ne pouvait pas trahir aussi des intérêts ou des stratégies d'ordre politique, si vous voulez, qui viennent s'ajouter à la question purement rituelle et qui justifient donc l'invraisemblable savoir-faire pictural qui a été mis en œuvre dans ce travail de représentation. J'ajouterai une deuxième chose à l'appui de ce raisonnement, qui est que, d'une manière purement pratique, la capacité à représenter avec autant de précision, de justesse, de qualité d'observation les animaux, et même si ce naturalisme est réservé aux seuls animaux, ne peut pas, d'après moi, apparaître de manière spontanée. Je veux dire par là que pour dessiner de cette manière-là, il faut avoir appris à dessiner, et cet apprentissage est un apprentissage complexe qui peut prendre beaucoup de temps, en particulier quand on s'efforce de représenter, pas simplement de manière juste comme ça une silhouette, mais quand on pousse la description aussi loin que sur ces deux exemples, c'est-à-dire que quand on est prêt, quand on arrive à reproduire le réel jusqu'à la troisième dimension, à trouver des procédés plastiques pour figurer des effets donc de modelé, de relief, des effets de perspective, de profondeur à ce point-là, c'est quelque chose qui ne va pas du tout de soi, et donc j'en ai déduit qu'au fond, il était possible que des individus amenés à exécuter ces représentations avaient simultanément été soumis à une forme d'apprentissage. Et donc cette hypothèse induisait d'une certaine manière déjà une forme de division sociale à l'intérieur du groupe qui semblait donc contradictoire avec ce qu'on évoque habituellement, donc d'une très très grande homogénéité, une très grande cohésion du groupe, avec des savoir-faire partagés à peu près par l'ensemble du groupe, si on accepte une forme de division, on va dire, biologique, fondée sur l'âge et le sexe, peut-être. Mais donc l'idée d'individus qui auraient appris à dessiner, qui se seraient entraînés, qui auraient vraiment pratiqué ça comme une forme d'activité en soi et qui auraient été donc exonérés de leur propre prise en charge, de leur subsistance, induisait déjà un système social avec d'un côté des possédants et puis des gens éventuellement qui auraient été amenés à travailler, bref, une forme déjà de division du travail. Alors, le constat était donc le suivant, et je me heurtais donc à une forme de contradiction qui était, encore une fois, le modèle égalitaire dont j'ai parlé au début. Et là-dessus, j'ai donc exploré, et ça c'était l'objet du livre, j'ai donc essayé de mener une enquête pour essayer de voir si cette idée donc, que les images
m'insuffler, si je puis dire, si cette idée de structure sociale hiérarchique était totalement à côté de la plaque ou pas. Et le premier constat, et qui déjà pour moi était une forme de surprise, puisque ce constat était très éloigné de ma propre formation en préhistoire et de l'apprentissage que j'avais suivi il y a déjà pas mal d'années, c'était au fond la découverte à travers les travaux d'ethnologie, et en particulier les travaux d'un anthropologue qui est décédé il y a peu de temps, qui s'appelle Alain Testard, la découverte déjà à travers les travaux d'Alain Testard de sociétés de chasseurs-cueilleurs qui étaient très éloignées du modèle égalitaire que on m'avait donc enseigné à l'époque où j'étais étudiant. Oui, alors donc là, c'est juste un petit exemple. Je vais faire une brève parenthèse. C'est pour vous montrer le contraste justement qu'il y a entre d'un côté donc cet art hyper naturaliste qu'on trouve au Paléolithique supérieur et des formes d'expression extrêmement différentes et même on peut dire très opposées, hein, beaucoup plus axées sur l'imaginaire, sur des formes abstraites, très symboliques, hein, on pourrait dire, qu'on retrouve habituellement dans les sociétés de chasseurs-cueilleurs ou en tout cas dans les sociétés traditionnelles. Et en ça donc le Paléolithique supérieur fait réellement figure d'exception. Et c'est donc, encore une fois, sur la base de cette opposition hein, de représentation, de manière de concevoir la représentation et sa thématique et ses sujets, etc. Donc j'ai fait ce rapprochement entre naturalisme, imitation et inégalité sociale. J'ajouterais, pour finir là-dessus, que je ne connais pas, à titre personnel, de sociétés tant de chasseurs-cueilleurs que de sociétés historiques, si je puis dire, dans lesquelles on ait des formes de naturalisme aussi prononcées qui ne soient pas des sociétés déjà fortement hiérarchisées. Voilà. Ça, ce sont des exemples extra-européens de formes naturalistes pour vous montrer que les analogies que je fais entre hiérarchie sociale et imitation ne sont pas des analogies strictement occidentales. Ce n'est pas uniquement le produit d'une projection occidentale de ma part ou de ma propre culture visuelle, mais qu'il existe dans des contextes très éloignés de l'Europe des formes de naturalisme, mais qui sont systématiquement associées à des formes sociales hiérarchisées. Ici, dans le cas de la statuaire nigériane d'Ifé, hein, on a affaire à une statuaire de cour qui était strictement réservée aux formes de royauté qui existaient à l'époque. Voilà. Bon, je ne vais pas les détailler plus en détail. Ici, on est en Égypte à l'époque du Nouvel Empire, et ici, on est en Chine au Xe siècle. Et vous voyez à chaque fois des formes, encore une fois, réalistes ou très réalistes, et qui procèdent systématiquement de structures sociales, on va dire, hiérarchisées. Donc, j'en reviens à ce que je disais sur Alain Testard. Donc, dans ses travaux, Alain Testard met en évidence des populations de chasseurs-cueilleurs très différentes de celles qu'on nous décrit habituellement. D'abord pour une raison très importante, c'est que ces chasseurs-cueilleurs sont faiblement mobiles, hein, c'est-à-dire qu'ils vivent de manière semi-sédentaire, voire totalement sédentaire. Et pourquoi ils ont ce mode de vie ? Tout simplement parce qu'ils pratiquent, ils pratiquent le stockage. Alors, le stockage, ça consiste à conserver des ressources alimentaires en très grande quantité, de manière à pouvoir passer ensuite les phases de pénurie saisonnière. Et donc, Testard montre, je détaillerai après cette carte de répartition qui date déjà un peu, mais Testard montre que le stockage, au fond, agit comme la production a agi plus tard, c'est-à-dire qu'en fait, en stockant une ressource de manière massive, certains groupes sociaux produisent de la richesse. À l'intérieur de ces groupes, une minorité accapare, privatise ces richesses. Et au fond, Testard fait la démonstration que se développent des inégalités sociales qui sont en tout point comparables à celles qu'on va découvrir après l'invention de l'agriculture. Donc en fait, si vous voulez, ce que Testard met en évidence, c'est que ce n'est pas tant la production elle-même, l'agriculture et l'élevage qui vont conduire aux inégalités, mais c'est le stockage lui-même, y compris stockage de ressources sauvages, qui amène à des situations
de stratification et de différenciation sociale marquée. Donc je dirais, premier point, la découverte, donc, pour moi en tout cas, de ces peuples chasseurs-cueilleurs inégalitaires. Et alors, je vous montre simplement quelques exemples. Donc, cette économie, cette économie à stockage peut être variée, hein, diverse, repose sur des ressources qui peuvent varier. Vous voyez ici, donc, sur la carte d'Alain Testard, on voit pêche, chasse aux mammifères marins, cueillette des végétaux. On a affaire là à des ressources, disons, de prédilection, hein, par rapport manifestement à ces économies à stockage. Et sur cette carte, vous voyez qu'il y a une relation quand même qui est assez nette dans la répartition de ces peuples cueilleurs-stockeurs, une répartition liée au fait qu'on les trouve, à quelques exceptions près, spécifiquement dans l'hémisphère nord. Pourquoi ? Parce que d'après le modèle d'Alain Testard, au fond, ce qui pousse dans des conditions écologiques favorables, hein, c'est-à-dire dans des conditions écologiques dans lesquelles il va y avoir une ressource, au moins une ressource très abondante. Testard montre que le déclencheur, si vous voulez, le facteur déclencheur du stockage, c'est d'un côté l'abondance de ressources suivie d'une phase de pénurie. Et que c'est évidemment cette alternance qui conduit des groupes à faire des réserves pour ensuite pouvoir passer la disette hivernale. Donc il y a, si vous voulez, un rapport quasi mécanique, hein, entre le régime saisonnier et la pratique du stockage. Et donc, Testard montre à travers cette carte explique ainsi que ces groupes stockeurs soient majoritairement localisés dans l'hémisphère nord, même si, et je pense que Christophe ne manquera pas d'en parler, il existe aussi des peuples stockeurs dans des régions plus australes. Voilà, alors un des exemples mis en évidence ou rappelé par Alain Testard, qui est l'exemple très classique, hein, parce que très bien documenté par l'ethnologie américaine notamment, c'est celui donc des Indiens de la côte nord-ouest de l'Amérique, et qui sont donc des Indiens sédentaires ou quasi-sédentaires, qui vivaient essentiellement donc de la pêche du saumon, qui était une ressource très très abondante, hein, présente de manière saisonnière au moment de la reproduction dans des quantités tout à fait phénoménales. Et ces peuples amérindiens pêchaient ces saumons, ensuite les laissaient sécher ou les fumer, et faisaient ainsi des stocks alimentaires tout à fait considérables. Et à partir de là, donc, comme je le disais précédemment, de la production de ces stocks sont nés des groupes familiaux, des lignages qui ont développé tout un tas de prérogatives, de privilèges sur les terres, sur les ressources, sur les zones de chasse, donc de pêche. Et de là, donc, s'est développée une forme d'aristocratie. Et comme dans tous ces systèmes inégalitaires, évidemment, je dirais la justification de cet accaparement, de cette mainmise sur les ressources, a trouvé son point de justification, si je puis dire, à travers le sacré, à travers le rituel. Et donc, tout un tas de mythes d'origine liés au nom de ces familles est apparu, avec des ancêtres qui justifiaient que la famille aigle ou je ne sais pas quoi, ou castor, ou baleine, etc. Je simplifie, hein, mais en gros, si vous voulez que des noms familiaux soient associés spécifiquement à des territoires, à des zones vraiment très importantes sur le plan des ressources synergétiques, et que donc une mythologie se développe à travers donc cet accaparement du territoire. Et cette mythologie elle-même va donner lieu, et ça c'est un autre point qu'il faut soulever, à une profusion d'objets rituels et de production donc artistique tout à fait considérable et tout à fait admirable aussi d'ailleurs dans son travail, dans son travail artistique, formel, technique, etc.
qui n'est pas particulièrement naturaliste par ailleurs, qui a des penchants naturalistes à certains égards sur certains objets, mais qui n'est pas uniquement naturaliste. Et là, je précise mon propos général par rapport à la relation que j'établis entre naturalisme et pouvoir. Toutes les sociétés hiérarchisées, et ça vous le savez évidemment, n'ont pas forcément développé des formes artistiques naturalistes. En revanche, comme je le disais précédemment, je ne connais pas d'exemple de naturalisme qui ne soit né d'une société hiérarchisée. Donc voilà, premier constat, des chasseurs-cueilleurs qui ne répondent pas du tout au profil habituel du chasseur-cueilleur égalitaire et vivant dans des milieux faibles en ressources, puisque c'est souvent ces chasseurs-cueilleurs-là qui sont pris en modèle pour essayer d'appréhender les populations du Paléolithique supérieur. Donc ensuite, je ne vais pas détailler tout le livre et je vous invite au contraire à le lire et vous le trouverez d'ailleurs dans l'excellente librairie qui se trouve au musée. Je me permets de le glisser au passage. Non, ça serait évidemment trop long et fastidieux, puis mon petit camarade va s'ennuyer copieusement si je continue à développer tout le bouquin. Mais en gros, si vous voulez, à partant de ce constat général, comme je le disais, j'ai essayé d'explorer un tout petit peu la manière dont cette hypothèse, cette intuition, disons, pouvait s'accorder avec les données archéologiques. Et je dirais qu'évidemment, on pouvait s'y attendre. Il y a plus d'ambiguïté que de certitude au regard de cette exploration, au regard de cette comparaison. Mais que toutefois, il me semble qu'il y a un certain nombre de données à prendre en considération. Peut-être qu'on avait interprété de manière un petit peu rapide par le passé, ou en tout cas qu'on n'avait pas cherché à approfondir plus que ça, qui, à mon sens, au regard de cette hypothèse inégalitaire, mériterait et mérite encore, même après nos 3 journées de discussion, d'être explorée, approfondie et prise en considération. Voilà, alors pour faire court et pour céder très vite la parole à Christophe, voilà, premier constat, il semblerait, d'après les données dont on dispose, qu'au fond, les conditions écologiques dans certaines régions les plus favorables, et je pense en particulier dans les latitudes de l'Europe moyenne, dans donc cette grande bande de steppes herbeuses ou de steppes à mammouth, comme on l'appelle, qui va quasiment de l'Atlantique jusqu'au Pacifique, on peut dire que les conditions écologiques, manifestement, étaient réunies en termes de quantité de ressources pour éventuellement autoriser une économie à stockage. Je veux dire par là qu'on parle vraiment d'un biotope extrêmement favorable, avec énormément de ressources, et qui est éloigné de l'image qu'on a très souvent quand on se réfère à la toundra actuelle, et donc un milieu beaucoup plus riche en ressources qu'on l'a souvent imaginé. Et je vous rappelle que dans le raisonnement d'Alain Testard, c'est la quantité de ressources saisonnières qui conduit, enfin la grande quantité qui conduit éventuellement à des pratiques de stockage. Donc, de ce côté-là, moi j'ai le sentiment qu'on est plutôt raccord. Ensuite, alors là, on rentre vraiment dans le vif du sujet. Quand on cherche les indices, au fond, de stockage, puisqu'on spécule autour de cette idée-là, évidemment, des indices, on n'en trouve pas beaucoup. Alors, ça ne veut pas dire qu'il y en a eu, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il n'y en a pas eu. Enfin, vous connaissez ça, le langage normand des archéologues en la matière. Absence de preuve n'est pas preuve de l'absence. Bon. Et ben voilà, là, on ne sait pas très bien quoi dire. On voit des choses qui sont manifestement ambiguës. C'est surtout vrai, je dirais, dans la période du Gravétien oriental, plutôt du côté de la Moravie, où on a déjà des formes d'habitat qui évoquent quand même plutôt une sédentarité qu'un très fort nomadisme. Je fais allusion bien sûr à ces cabanes en ossements de mammouth, qui sont évidemment déjà des formes d'architecture très construites, dont on n'imagine pas que les gens les font et les défont à chaque saison. Donc, dans ces conditions-là, on a parfois des fosses avec des restes alimentaires. C'est jamais des choses absolument phénoménales. Donc voilà, en termes de structure de stockage patente, évidente, il faut le dire, on n'en a pas de traces explicites, mais on ne peut pas du tout exclure qu'il y ait eu, surtout dans un climat comme celui de l'époque, un stockage par congélation, ou tout un tas d'autres formes possibles qui n'auraient pas spécialement laissé de traces. Alors,
moi, ce qui m'avait frappé à l'époque, quand je faisais cette étude, c'était quand même la coïncidence entre trois types d'artefacts, si vous voulez, qui pour moi étaient assez coïncidés, je dirais, avec l'hypothèse donc de société déjà avec des formes d'élite. Hein. C'était la coïncidence, au fond, qu'on observe, ou la relative coïncidence qu'on observe entre, d'un côté, ces zones riches en ressources, et puis de l'autre côté, la présence d'art, alors que ce soit de l'art pariétal, de l'art mobilier, voire même de l'art en plein air, la présence forte aussi de parures, et in fine, la présence de sépultures. Et je vous rappelle hein, que, encore une fois, dans ces sociétés à élite, d'ailleurs qu'elles soient des sociétés de chasse-cueillette ou comme d'autres formes sociales plus récentes, en général, la justification de la prise de pouvoir se fait par un rapport d'ordre mythique et ancestral hein, de son propre lignage. Et donc cette logique je dirais d'ancestralité, d'accaparement, etc., donne lieu évidemment à des pratiques, notamment des pratiques funéraires, qui célèbrent le lignage, autour duquel donc, les défunts peuvent être inhumés de manière très ostentatoire. Et donc, le fait qu'au Paléolithique supérieur, on ait une géographie, une répartition géographique, puisqu'on ne trouve pas des sépultures partout, hein, elles sont même caractérisées par leur rareté, j'y reviendrai un tout petit peu plus tard. La coïncidence, je dirais, spatiale entre d'un côté sépulture, de l'autre côté art pariétal, donc autre manifestation potentiellement ostentatoire à travers notamment le naturalisme, et puis toute une production d'art mobilier et de parures, voilà, me laisse à penser que mon idée n'est pas forcément totalement invraisemblable. Alors, j'en parlais donc à l'instant. Autre phénomène curieux, même si encore une fois la question est de l'interprétation de tout ça est tout à fait discutée. Hein, je ne prétends pas du tout qu'il y a consensus autour de ces questions-là. Le fait même que les sépultures au Paléolithique supérieur sont excessivement rares. Hein, on a une centaine de sépultures pour toute la période à peu près, dans mon souvenir. Pose en soi question, est-ce que déjà c'était le signe d'une forme de discrimination sociale, hein, que certains pouvaient bénéficier de ce type de traitement, contrairement à d'autres qui n'en bénéficiaient pas. Donc déjà, ça c'est une première question. Le fait que, comme vous le savez, certaines sépultures paléolithiques se singularisent par la très grande richesse hein, de leur mobilier funéraire. Hein. Bon, le cas évidemment connu de tous, c'est celui donc des sépultures de Sungir, qui sont donc datées vraiment du tout début du Paléolithique supérieur, manifestement, et dans lesquels on a trouvé donc, notamment des enfants qui étaient accompagnés d'un mobilier funéraire excessivement riche, fait de perles en ivoire, qui de plusieurs milliers de perles, 5000 à peu près perles en ivoire pour chaque enfant, qui étaient brodées sur des vêtements avec des coiffes, des objets de provenance lointaine, mais aussi tout un tas d'objets, si ce n'est à caractère guerrier, du moins quand même assez, je dirais, assez ostentatoire, à commencer par des lances de mammouth, une lance notamment en mammouth d'environ 2,40 m, des javelots, des bracelets en ivoire, enfin bref, un apparat tout à fait considérable et qui est sans doute l'exemple le plus frappant, le plus questionnant sur ce problème donc de savoir si, oui ou non, il y a pu avoir des inégalités de statut dans les sociétés paléolithiques. Je rajouterais que, indépendamment du mobilier funéraire, le jeune âge des sujets inhumés, hein, qui n'est pas systématique, mais qui est notamment le cas à Sungir et dans d'autres cas de figure, pose lui-même question, puisqu'on peut se demander si, au fond, l'inhumation, considérant en plus la rareté des sépultures, dans la mesure où ces enfants étaient trop jeunes pour se différencier par un acte de bravoure ou qui aurait justifié ce type de traitement, on en vient au contraire à se demander si ce n'est pas justement l'expression de statuts sociaux qui auraient été transmis de façon héréditaire, ce qui est la définition même donc, de l'élite. Bon, bah là j'ai tout dit. Voilà. Et puis ensuite, d'autres questions qui sont des questions récurrentes, hein, qui sont celles de savoir si certaines productions d'objets
complexe. Il n'y a pas que l'art qui pose question d'une certaine manière. On a aussi notamment des objets en silex, des lames en silex qui demandent un savoir-faire extrêmement poussé, qui va très loin dans la performance technique et qui n'ont pas de fonction très déterminée. Je pense en particulier aux feuilles de laurier solutréennes. Est-ce que ces objets-là n'étaient pas eux aussi des objets qu'on pourrait ranger dans la catégorie donc, de biens de prestige? Donc voilà, je dirais une série, un faisceau d'indices plus ou moins convaincants, mais qui, à mes yeux, partant encore une fois d'un regard artistique, invite, à mon sens, à peut-être reconsidérer le point de vue qu'on a eu, ou en tout cas qui a dominé très largement la recherche jusqu'à maintenant, donc qui est celui de considérer que les sociétés du Paléolithique supérieur étaient des sociétés foncièrement égalitaires. Sur ce, je passe la parole à mon camarade, qui va démolir maintenant tout ce que je vous ai dit. Non, tu as fait ça très bien toi-même. Je peux... Non, c'est pas vrai du tout. Alors, effectivement, juste pour vous situer un tout petit peu, ça fait déjà 1 an et demi, 2 ans peut-être qu'on discute de tout ça, beaucoup, tous les deux. Sur certains aspects, on se convainc, on se parle, on est sur la même longueur d'onde. Sur d'autres choses, on est plus divergents, et certains de ces arguments ne me convainquent pas. Mais vous voyez, ça n'empêche qu'on reste relativement bons amis et qu'on a même pu organiser un colloque où il y avait des voix diverses et contradictoires, y compris des gens qui étaient d'accord ni avec lui ni avec moi, et qui ne se sont pas privés de nous le dire d'ailleurs. Tout ça pour vous dire. Alors, j'ai là une très très lourde tâche en théorie, ce serait de vous expliquer en disons, allez, 20 minutes, parce qu'on on va laisser un peu la discussion, tout ce qu'on s'est dit en 3 jours, sachant que ça s'est terminé tout à l'heure sur le coup de midi, que le repas a été abondant, etc. Et que donc vous doutez bien que je n'ai pas eu le temps de vous préparer une explication structurée. Voilà. Donc vous pardonnerez le côté un petit peu... décousu peut-être de ce que je vais dire. J'ai pas de PowerPoint, etc. Mais je vais essayer de vous expliquer. Alors, pourquoi la question que soulève Emmanuel est intéressante, ça, j'imagine que j'ai pas besoin de vous en convaincre, sinon vous seriez pas aussi nombreux à être là. Pourquoi, en revanche, c'est très difficile de se mettre d'accord sur une réponse et en gros quelles sont toutes les difficultés auxquelles on s'est heurté et on n'a pas fini. Enfin, je veux dire, c'est peut-être plus ça que je vais essayer de vous raconter. Voilà. Alors, le grand problème quand on fait donc de la préhistoire, enfin là j'enfonce un peu des grottes ouvertes, mais enfin voilà, c'est qu'on doit raisonner sur des sociétés qui ont totalement disparu par essence et qu'on ne raisonne que sur une petite partie des traces matérielles qu'elles ont bien voulu laisser. Alors, vous voyez, ça fait déjà beaucoup de... Voilà, parce qu'une société... ça ne se transmet pas intégralement dans des traces matérielles. Enfin, par un exemple tout bête, par exemple l'esclavage. Vous voyez, prenez une société qui a des esclaves. Alors peut-être que des fois vous aurez la chance de retrouver, si j'ose dire, des anneaux, des chaînes et des choses comme ça. Mais enfin, il y a des tas de sociétés esclavagistes où il n'y a pas d'anneaux, de chaînes, etc. Comment cette société-là, quelle trace matérielle elle laisse de l'esclavage, bien voilà. Et puis faut-il encore que même si elle la laisse, sur le coup, la trace vous parvienne. L'exemple tout bête, c'est vous retrouvez des pointes, vous comprenez, on parle couramment des flèches de la préhistoire, mais ou des saguets. Enfin, personne n'a vu une flèche, oui, à peu près, une saguet, à peu près, enfin, on voulait retrouver la pointe. Et par exemple, les préhistoriens discutent encore pour savoir de quand date l'apparition de l'arc. C'est une question qui paraît toute bête comme ça, et voilà, tout simplement parce que la pierre ça se conserve, le bois ça se conserve pas. Pareil pour le textile, est-ce que les gens allaient tout nus avant 10 000 ans parce que le plus vieux vêtement qu'on a retrouvé il a 10 000 ans? Évidemment on se dit sans doute que non, pour tout un tas de raisons. On a des indices indirects qui nous permettent mais vous comprenez bien que voilà, dès que vous commencez à raisonner par indices indirects, les ennuis arrivent, et ils arrivent vite et nombreux. Voilà. Alors, comment fait-on pour essayer de retrouver la richesse dans les sociétés passées? On fait, me semble-t-il, enfin, ou en tous les cas, on doit faire,
on a un peu le même problème que les gens qui retrouvent les bêtes, hein, les animaux, et qui essayent de savoir à quoi ça ressemblait, cette bestiole-là dont on retrouve les fossiles, comment ça bougeait, qu'est-ce que ça mangeait, etc. Alors, comment ça marche cette affaire-là? En fait, on fait de ce que les informaticiens appellent du reverse engineering, hein. Vous partez du produit fini, puis vous essayez de remonter jusqu'à la machine qui l'a fabriqué, hein. Et donc vous vous dites, par exemple les dents, vous étudiez tout un tas d'espèces vivantes, hein, celles que vous avez sous la main, vous en étudiez le plus possible, et puis vous cherchez, j'allais dire désespérément, mais enfin vous cherchez une corrélation entre la forme des dents et ce que ça mange. Alors là, j'ai pris un exemple sympa, c'est qu'il y en a une, voilà, et il y en a une assez forte. Résultat des courses, puis en plus les dents, ça se conserve. Alors vous voyez, double strike, hein, double, voilà. Donc ça c'est bien parce qu'après quand on fouille et qu'on retrouve des dents, d'abord on en retrouve, et ensuite on peut soit identifier l'espèce, et même si c'est pas des dents d'une espèce qu'on connaît, on peut déduire que si les canines ont telle tête, c'est que très très vraisemblablement la bestiole mangeait de la viande ou de l'herbe, etc., etc. Alors pour les sociétés, je pense qu'on est condamné, enfin plus exactement que c'est le travail de la science, hein, que d'essayer d'avoir cette méthode-là, hein. Et donc moi, je suis anthropologue social, hein, je ne suis pas préhistorien. Mon boulot, je pense, c'est d'essayer de trouver dans les sociétés, alors vivantes, là c'est un mauvais exemple, hein, des sociétés sans état vivantes, il n'y en a vraiment plus beaucoup, mais enfin disons qui ont vécu dans un passé suffisamment proche pour qu'on ait des traces écrites dessus, des documents, des choses comme ça qui nous permettent quand même de nous en faire une idée, et d'essayer de trouver des rapports entre les différents aspects de ces sociétés, et en particulier, par exemple, pour prendre le problème qui nous concerne, est-ce que les sociétés qui ont de la richesse, donc des inégalités de richesse, qui servent des biens matériels pour avoir de la puissance entre les différents individus, etc., parce qu'encore une fois, c'est pas toutes les sociétés qui font comme ça, est-ce qu'on peut trouver des corrélations entre ce trait social, hein, et un certain nombre de faits matériels qui en seraient soit les causes, soit les conséquences, soit des corrélats, enfin, j'allais dire n'importe quoi du moment que c'est lié, hein, et que du coup, on est un marqueur, hein, qui nous permette de dire, quand on retrouve ça dans le sol, tac, ça veut sûrement dire que, exactement comme quand on voit la dent, on peut dire, ça veut sûrement dire que le régime alimentaire, etc. Alors, au niveau de l'anthropologie, c'est très difficile de trouver des bons marqueurs. Un des moins mauvais, c'est celui qu'Emmanuel a signalé, enfin en fait que Testard a signalé, c'est le stockage, hein. C'est un des moins mauvais. Alors quand je dis un des moins mauvais, ça veut dire ça marche mieux que l'agriculture. Hein, et voilà, ça c'est très convaincant. Quand je dis que c'est moins mauvais, ça veut évidemment dire qu'on n'a pas résolu tous les problèmes avec le stockage. Premier problème, il y a des cas ethnographiques qui grincent. Voilà, c'est-à-dire qu'on a quelques cas de sociétés qui ne sont pas stockeuses et qui pourtant ont développé la richesse. Alors, on essaye d'arriver à comprendre pourquoi. Alors ça devient un peu les exceptions des exceptions des exceptions, mais enfin, vous voyez, il y en a. Donc on est bien obligé d'essayer d'en tenir compte. Et puis on a eu en particulier toute une discussion avec un autre anthropologue qui était présent, qui s'appelle Charles Stepanov, qui est un spécialiste de la Sibérie, où il a repris la carte d'Alain Testard que vous a montré Emmanuel, et il nous dit... oui, mais de l'autre côté, là, du côté de la côte nord-ouest, là, les Indiens qui vous a montré, là, ça marche super, hein. Les stockeurs, c'est ceux qui ont la richesse, et puis les non-stockeurs, c'est ceux qui l'ont pas. Mais alors, du côté pacifique, Testard, sa carte, elle est pas bonne du tout. C'est-à-dire de ce côté. Voilà, pardon, du côté ouest. Ça, c'est côte nord-ouest. Du côté est, ça marche bien. Stockage, richesse, pas de stockage, pas de richesse. Et Stepanov nous dit, de l'autre côté, ça marche pas du tout. Alors, ils sont en réalité un peu tous stockeurs du côté gauche, parce que ceux qui sont dans les terres, ils sont un peu éleveurs de rennes. Vous voyez, donc tout ce beau monde est un peu stockeur, mais dans les stockeurs, nous dit Charles, il y a des stockeurs avec de la richesse et d'autres avec pas ou très peu. Voilà. Alors, après... moi, je lui réponds, tu parles, Charles. Parce que... Le niveau scientifique monte. Alors, il parle effectivement, mais on ne peut pas juste balayer ses arguments d'un revers de main. Alors, il dit tout de suite, voilà, on a eu un peu une discussion. Charles explique ça en disant sur une même base techno-économique, il y a des sociétés qui ont choisi par idéologie de développer la richesse et d'autres qui l'ont refusé.
Bon, moi personnellement, je suis un indécrottable et intégriste matérialiste. Je refuse, même sous la torture, d'expliquer les faits sociaux par les idéologies, les idées qui, à mon avis, en réalité n'expliquent rien, parce qu'une fois que vous avez dit ça, vous dites, bah oui, mais pourquoi ceux-là, ils ont telle idéologie et les autres, ils les ont pas, et j'ai avancé d'une case sans avancer. Voilà. Par contre, je n'ai pas la réponse. Voilà, donc je ressors du colloque avec une question en plus, dont j'avais pas besoin, mais voilà, à savoir que pour moi, il y a un paradoxe sibérien, enfin je sais pas comment il faut l'appeler, ou un paradoxe pacifique. Si réellement les données de Charles sont bonnes, ce que je vais commencer par vérifier, parce qu'évidemment, dans ces cas-là, on retourne aux sources pour voir si on est bien d'accord qu'on parle les mêmes choses et qu'on a bien... Voilà. Moi, je vais essayer un de ces jours, je ne sais pas quand, mais enfin le plus vite possible, d'essayer de trouver une explication à ce fait-là. Mais enfin, tout ça, je vous raconte ça, c'est pas juste pour essayer de me faire plaindre, hein, de toute façon, c'est pas du tout le but, mais c'est pour vous dire que même à cette première question-là, on est déjà embêté. Je vais vous raconter une petite anecdote qu'un autre participant du colloque m'a glissé dans le tuyau de l'oreille. C'est Jean-Marc Pétillon, donc c'est un préhistorien qui vient de Toulouse et qui racontait qu'il avait assisté il y a quelques années de ça à une conférence où le préhistorien racontait une civilisation polynésienne, hein, un peuple polynésien où il y avait, alors là, des riches, vous voyez, enfin, aucun doute, hein, là, c'était pas de problème. Et quand un riche mourait, on faisait des grandes funérailles, on sortait, enfin, vous savez, on mettait les petits plats dans les grands, on sortait de la richesse, enfin, vous voyez, un truc, mais absolument, comment dire, munificent, et voilà, et qui ne faisait, voilà. Et à la fin, on balançait tout à la mer. Et le conférencier avait conclu que ces gens-là étaient déloyaux vis-à-vis des archéologues, hein, parce que vous voyez bien que c'est de la triche, hein, et nous, après, qu'est-ce qu'on fait? Ben, vous voyez, on se heurte à chaque pas à ces multiples problèmes-là. On n'a pas en ethnologie de marqueurs qui marchent à 100% pour la richesse. Pourquoi? Ben parce que les sociétés, c'est des phénomènes très compliqués, bien plus compliqués que les dents et la nourriture. Enfin, vous voyez, le rapport est plus complexe. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que plus on le cerne, ben plus on se rend compte qu'il y a encore des cas qui ne vont pas, et ben voilà, et qu'il faut continuer à essayer de cerner. Donc moi, je pense que Testard a fait un incontestable grand pas en avant en disant le stockage ça marche beaucoup mieux que l'agriculture, et ça c'est incontestable, et que voilà, on a avancé de plusieurs cases en faisant ça, mais c'est loin pour autant de résoudre tous nos problèmes. Voilà. Alors ça c'est une partie des problèmes. Alors le reste, je vais peut-être pas mettre, ça fait longtemps que je parle ou pas trop, mais voilà. Le reste des choses est un peu là. On pourrait dire bah c'est pas compliqué, on va regarder ce qu'on retrouve dans les tombes. Voilà, puisque vous savez peut-être que dans un certain nombre de peuples, les riches, on leur met plein de trucs dans la tombe, voilà, et puis les pauvres, voilà. Alors, sauf que, oui, dans un certain nombre de peuples, mais pas dans tous. Et chez nous, par exemple, Bernard Arnault, il ne se fera pas enterrer avec son compte en banque, c'est merveilleux, voilà, ça ne se fait plus, hein, c'est bon, voilà. Mais donc, à la limite, quand vous en retrouvez, vous dites, ah tiens, il y en avait sûrement. Mais quand vous en retrouvez pas, voilà. Et puis, comme l'a rappelé Emmanuel, faut-il encore que les gens aient le bon goût de s'enterrer ou de se faire enterrer. Il y a des tas de sociétés où on traite les morts d'une façon que, là aussi, déloyale, comme dirait le conférencier de Jean-Marc, hein, et où l'anthropologue qui passe derrière a aucune chance. Voilà. Je fais une petite parenthèse. Hein. Moi, mon travail là, des derniers mois, c'est un travail sur la guerre chez les aborigènes australiens. Parce que, pareil, on dit toujours que les chasseurs-cueilleurs économiquement égalitaires, ils sont aussi gentils, hein, ils ne font pas la guerre, voilà, et que la guerre n'est arrivée qu'avec le néolithique, etc. Je crois que c'est une idée fausse, et je m'appuie sur l'Australie, où j'ai plein de données ethnologiques qui montrent que ça se tatanait, et que ça se tatanait, de bon cœur, de manière préméditée, organisée. On fabriquait des armes pour ça, enfin voilà, on faisait ça sérieusement, quoi, voilà. Et en même temps, je montre qu'on n'a absolument rien en archéologie qui montre ça. C'est-à-dire qu'à la fois, les armes, elles sont en bois. Ce que vous retrouvez, vous n'avez aucun moyen de savoir si c'était pour la chasse ou pour la guerre. Les morts ne sont pas enterrés, en particulier les morts à la guerre. En général, on les bouffe. Alors, ça se divise en deux. Il y a des tribus où vous bouffez les ennemis et les autres tribus où vous bouffez au contraire vos potes. Enfin, voilà. Mais enfin, dans tous les cas, l'archéologue qui passe derrière, il ne retrouve rien. Et dans toute l'Australie, la seule mort violente qui a été retrouvée en archéo, c'est il y a moins de 10 ans.
on a retrouvé un gus qui avait été lardé voilà, et sans doute pas dans une guerre, hein, sans doute dans toute autre chose. Voilà. Donc pour vous dire qu'il y a des choses qui sont totalement ou presque totalement invisibles archéologiquement. Hein, et que du coup, ça veut, comme disait Manu, si on retrouve rien, c'est peut-être parce qu'il n'y avait rien à retrouver, ou c'est peut-être parce qu'il y avait quelque chose à retrouver, mais que les circonstances font qu'on ne retrouve rien. Voilà. Alors, je voudrais insister aussi sur le côté compliqué de cette recherche, parce qu'on parle d'une période qui dure, 40 000 ans. 40 000 ans, c'est quand même 20 fois le temps qui nous sépare de l'Antiquité. Hein, c'est pas, voilà. Distance, un bon Brest-Moscou, et même sans doute encore un peu plus loin à l'est. Enfin, vous voyez, voilà, là aussi, ça occupe. Et là-dedans, comment dire, Manu a insisté pour dire, voilà, depuis toujours, on se dit, il n'y a que les agriculteurs qui peuvent être inégalitaires. Donc voilà, c'était simple, quelque part, le problème était réglé avant même qu'il soit posé. Et un des grands mérites de son bouquin, c'est de dire, reposons-nous cette question, voilà, cherchons. Mais vous voyez que la question, elle peut être encore plus vicieuse que ce qu'il a dit, parce que la marche vers les inégalités, on n'a pas de raison de penser qu'elle s'est effectuée, comment dire, de manière graduelle, régulière, progressive, etc., par des îlots qui se seraient forcément toujours élargis, et puis finalement, au bout d'un moment, voilà, l'ensemble des sociétés était inégalitaire. Très vraisemblablement, il y a eu des amorces, des décollages, hein, qui sont retombés plus ou moins vite, plus ou moins, etc. Et donc, on essaye de détecter. Il n'y a pas de raison que ça ait, entre guillemets, mordu tout de suite. En plus, ça peut être très lié à un environnement très local, qui a duré peut-être quelques siècles, etc. Et vous voyez que les fenêtres de tir dont on dispose sur la préhistoire, vous voyez, par exemple, Sungir, voilà, on trouve... ce que disait Emmanuel, il y a tout un barda de perles, etc. Alors vous essayez de vous dire, bon, quand même, tout un barda de perles comme ça. Est-ce que c'était forcément de la richesse ? Pas forcément. Parce que après tout, le chasseur-cueilleur, les nuits d'hiver sont longues, hein, surtout quand vous êtes un peu au nord, l'hiver peut être... Voilà. Donc après tout, est-ce que le gars, le soir, au coin du feu, il faisait pas un peu des perles, et puis voilà, puis à force d'en faire beaucoup, puis si vous récupérez les perles que votre papa il a fait, enfin j'en sais rien, bon voilà, après tout... Voilà. Alors sauf qu'à Sungir, alors on estime très mal, mais enfin on peut se dire, il y en a quand même vraiment beaucoup. Vous voyez, donc, bon, cette hypothèse-là, je peux ni montrer qu'elle est juste, ni montrer qu'elle est forcément fausse, mais je peux me dire aussi, ça sent autre chose. Bon, qu'est-ce que je voudrais faire ? Un bon policier, hein, il dit, je vais essayer de croiser les indices. Hein, alors, qu'est-ce que je trouve autour ? Qu'est-ce qu'il y a d'autres trucs qui pointent quelque part, soit dans le même sens, soit dans manque de bol, il n'y a rien. Voilà, donc Sungir, on ne connaît de ces gens-là que cette tombe. Voilà, et on ne retrouve rien d'autre. Voilà, donc débrouillez-vous avec ça, voilà. Et on a le problème sur toute la préhistoire, voilà. Alors, je finis là-dessus, puis on va ouvrir la discussion. La conclusion, évidemment, du colloque a été un peu normande, hein, peut-être bien que oui, peut-être bien que non, faut voir. Hein, il y a l'idée que tout au long du Paléolithique supérieur, on retrouve des choses qui peuvent effectivement indiquer la richesse, qui peuvent. Alors après, vous voyez, c'est un peu le doigt mouillé, ou voilà, probablement, très probablement, pas très probablement. Enfin, vous voyez, là, c'est difficile d'avoir un critère qui est, voilà, mais effectivement, quand vous voyez un truc comme les tombes de Sungir, quand vous voyez beaucoup plus tard les feuilles de laurier solutréen, vous dites, bon, pourquoi les gars s'embêtaient à faire des superbes silex qui ne servaient à rien, parce que si vous en servez, ça casse, voilà. Les exemples ethnographiques connus, c'est que ces machins-là servent de monnaie, hein, servent de paiement, hein, voilà. Mais c'est pas parce que ethnographiquement, c'est souvent, voire toujours ça qu'on voit, que ça s'est forcément toujours passé comme ça. Vous voyez, c'est après tout, est-ce qu'on pourrait pas avoir des groupes qui faisaient des belles lames parce qu'ils trouvaient ça chouette et que voilà, je ne peux pas l'exclure. Alors, soit dit en passant, tiens, j'en profite pour, je pense qu'avec le naturalisme, on a un peu le même type de problème, c'est-à-dire, oui, statistiquement, ça se rencontre dans des sociétés hiérarchisées. Hein. Mais est-ce qu'on peut exclure le fait que, vous comprenez, les chasseurs-cueilleurs vivants, hein, donc l'art des autres chasseurs-cueilleurs, très clairement, ne ressemble à rien d'autre, effectivement. Manu met le doigt sur, voilà, on a une énigme, quoi. Enfin, on a un art qui ne ressemble à rien d'autre d'une société
théoriquement comparables si on dit que c'est des chasseurs-cueilleurs égalitaires. Cela dit, le nombre de chasseurs-cueilleurs égalitaires qu'on a pu voir par rapport à la quantité de sociétés de chasseurs-cueilleurs qui ont existé depuis 50 000 ans, c'est absolument peanuts. Vous voyez, on a une fenêtre d'observation, on a un échantillon qui n'est vraisemblablement pas du tout représentatif. On a quoi les Esquimaux, qui sont d'ailleurs, soit dit en passant, un peu des demi-mauvais exemples, pour un certain nombre de raisons. Les Bushmen d'Afrique du Sud, qui sont carrément des très mauvais exemples pour un certain nombre de raisons. Les Australiens, quelques pygmées réfugiés au fond des forêts, qui eux aussi sont pour les mêmes raisons d'assez mauvais exemples, etc., etc. Alors c'est déjà très bien, parce que ça nous donne déjà quand même un peu de matière pour raisonner. Mais encore une fois, par rapport à toute la gamme de ces sociétés-là qui a existé et qui a eu des productions artistiques, voilà, peut-on exclure que certaines d'entre elles, elles aussi, faisaient du naturalisme pour d'autres raisons que pour la hiérarchie sociale? Je ne crois pas, et je crois que Manu d'ailleurs en conviendra volontiers. Enfin, je profite que c'est moi qui parle à sa place pour le faire parler, mais je lui fais confiance pour me démentir le cas échéant. Enfin, vous voyez, donc voilà, toutes ces difficultés-là qui font que la conclusion, entre guillemets, un peu normande du colloque, c'est voilà, on a un certain nombre de choses qui pourraient, oui, éventuellement indiquer comment dire, des structures sociales, une inégalité de richesse dès ces périodes-là et dès des périodes très reculées, parce que Sungir, c'est très mal daté, mais enfin, c'est quand même un bon moins 30 000. Enfin, vous voyez, c'est pas la fin, c'est pas Lascaux, hein, vous voyez, ça nous met quand même, voilà. Ça n'est donc pas du tout impossible que ça existait. Et je finirai avec un cas que j'ai cité dans la discussion. On a mis la main là récemment, justement, à propos de la côte nord-ouest, sur une publication qui a 3 ans. Des archéologues ont trouvé une tombe avec un gus là dans la tombe qui avait 350 000 perles alors pas des perles de huîtres, hein, des perles d'argile, hein, voilà, dans sa tombe. 350 000. Et l'archéologue estime qu'un bon graveur de perles, il va en faire 10 à l'heure. Autrement dit, ce que le gars avait dans sa tombe, c'est 35 000 heures de boulot. Donc là, vous voyez, quand vous êtes dans ces chiffres-là, vous dites le truc du soir au coin du feu, moi, ma femme et mes enfants, là, ça commence à faire un peu beaucoup, et ça sent la richesse à plein nez. Ce truc-là date de, alors j'ai plus le chiffre en tête, mais 1000 ou 1500 ans avant l'émergence classiquement admise des inégalités dans la région. Donc c'est une espèce de Sungir de la côte nord-ouest. Mais c'est un truc sans lendemain. C'est-à-dire, le gars dit, j'ai d'autres indices, voilà, j'ai d'autres tombes un peu moins spectaculaires, mais enfin qui sont un peu de la même eau. Ça dure 500 ans, et après, pouf, un trou, et après l'inégalité repart. Voilà. Et donc, vous voyez, je reviens sur ce que je disais tout à l'heure, mais on est en train vraiment d'essayer de cerner un objet furtif et avec des indices, enfin des outils très dégradés, très maladroits. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut renoncer, etc. Hein, le principe même de la science, c'est de s'attaquer aux problèmes difficiles, mais évidemment, à chaque pas, eh ben, on se heurte à ces problèmes-là. Et le fait d'en discuter, ça nous permet justement d'essayer de mesurer si on a des bons outils, jusqu'à quel point nos outils sont utilisables, etc., jusqu'à quels peuvent être les bons marqueurs des inégalités, et puis par exemple à retourner au charbon quand on s'aperçoit que la loi sociale qui dit que le stockage produit l'inégalité serait apparemment démentie sur la côte ouest du Pacifique, et on se dit, comme dit la chanson, il y a quelque chose qui cloche là-dedans, j'y retourne immédiatement. Voilà, ce sera mon mot de la fin. Alors, cela dit, excusez-moi, mais puisque Emmanuel a fait honteusement sa pub pour son bouquin, je me permets quand même moi aussi d'utiliser votre temps de cerveau disponible pour voilà. Alors bon, je fais des bouquins aussi, et sinon j'ai un blog qu'on peut trouver sur internet, voilà, en tapant mon nom par exemple. Et donc le nom du blog c'est la Hutte des classes, ce qui vous donne une petite idée du point de vue duquel je me situe, voilà. En fait, Eden, ce qu'il propose, le processus en fait, que décrit Eden, c'est celui d'un processus transégalitaire. Il y a des individus qui jouent d'ailleurs un rôle central qu'il appelle les agrandisseurs dans son ouvrage.
En fait, c'est donc un phénomène qui se passe sur une longue durée, en fait, et avec des marqueurs qui vont s'intensifier s'il n'y a pas, comme vous dites, de crash, en principe. Là, en fait, vous présentez la chose comme, y a-t-il ou il n'y a pas présence d'inégalité, voire même en utilisant le terme aristocratie, qui est peut-être un petit peu démesuré par rapport à ce qu'on doit discerner comme facteur de différenciation sociale dans une société pré-agricole, quoi. Donc, il me semble qu'il y a un problème en termes de description d'un processus et qu'on veut juste réfléchir à la présence d'une essence ou son absence, en fait. Et c'est là où est peut-être le problème dans le questionnement. Après, la question d'inégalité chez les chasseurs-cueilleurs est engagée depuis longtemps dans le monde anglo-saxon. Moi, j'ai lu des ouvrages qui ont 30 ans dans lesquels il y avait déjà des colloques qui se posaient la question. Pour les anglo-saxons, il y a souvent un prime mover, comme on dit en japonais, donc un phénomène qui va lancer la chose. Souvent, pour les processualistes à la Binford, c'était la croissance démographique, mais qu'elle-même, il faut pouvoir expliquer par des causes qui sont matérielles vraisemblablement. Là-dessus, je vous suis, monsieur. Je pense que les rapports sociaux émanent de conditions matérielles et de rapports de production. Donc voilà, ma question était celle peut-être d'une description peut-être un peu trop élémentaire entre inégalité ou égalité dans les sociétés pré-agricoles. Voilà. J'y vais ? Oui. Ouais. Alors, je pense que vous mettez le doigt sur une question tout à fait légitime et que la réponse de Hayden n'est pas du tout satisfaisante à cette question. Alors, juste pour que effectivement la séparation entre société égalitaire et inégalitaire soit simplificatrice et qu'on ait des sociétés qu'on ne sache pas très bien où ranger, oui, c'est une réalité, évidemment. On en a parlé d'ailleurs pendant le colloque. Alors, juste, il faut préciser quand même quelque chose, c'est que, alors, inégalitaire, égalitaire, encore une fois, on utilise ça par commodité, et moi-même, je l'utilise par commodité. En réalité, si on voulait vraiment s'exprimer, en tous les cas, si moi, je voulais m'exprimer correctement par rapport à ce que je veux dire, à la suite de Testard, je dirais société sans richesse ou société avec richesse. C'est-à-dire qu'on parle d'inégalité de richesse, et sachant que la définition de Testard de la richesse, c'est que dans ces sociétés-là, elle sert avant tout à payer des obligations sociales. Alors oui, ça fait un peu bizarre parce que nous, c'est très loin de nous. Nous, la richesse, ça sert à se nourrir, à s'habiller, à pourvoir à nos besoins élémentaires. Puis si vous en avez plus, à acheter des moyens de production. Voilà, comme ça, après, une fois que vous avez mis les sous dans la machine, ils font des petits tout seuls, c'est extraordinaire. Voilà, la richesse pond de la richesse. Voilà. Alors, dans les sociétés dont on parle, c'est pas du tout ça. D'abord, la richesse vous sert pas à vivre au quotidien parce que y a pas de division du travail, la terre est accès libre, etc. Donc, pour votre nourriture, vos vêtements, pour vos besoins du quotidien, vous n'avez rien besoin de monnaie, de choses comme ça. Voilà, bon. La richesse ne sert pas non plus normalement, sauf cas très rare, à acheter des moyens de production, puisque les moyens de production ne sont pas à vendre. La terre est disponible pour tous les membres de la tribu, etc. Et une des choses sur lesquelles Testard a mis le doigt, c'est à quoi donc sert donc cette richesse émergente. On se demande bien, et bien lui il dit, ça sert quand vous êtes un homme à vous marier avec une institution étrange et exotique qui s'appelle le prix de la fiancée, mais qui est un truc très courant dans ces sociétés-là. Ça sert à compenser quand vous avez esquinté ou tué quelqu'un, pour éviter qu'on vous esquinte ou qu'on vous tue en échange, vous payez une amende en quelque sorte, c'est pas vraiment une amende, appelons ça comme ça, et voilà. Bon. Et donc la richesse sert dans ces choses-là. Donc il y a quand même, oui, bien sûr, il y a des formes intermédiaires, mais il y a quand même un moment de passage un peu brutal. Enfin, vous voyez, c'est comme une pente de montagne qui serait pas complètement verticale, mais c'est pas non plus un faux plat. Vous voyez, c'est quand même, il se passe quelque chose. Voilà. Alors, le concept, juste fini là-dessus, mais le concept proposé par Hayden de transégalitaire, moi, il me laisse assez froid parce que, en gros, on vous dit, à un bout, il y a des sociétés dépourvues d'inégalités économiques. Ils appellent ça les bandes. Donc, en gros, les chasseurs-cueilleurs standards, quoi. Vous voyez, enfin voilà. À l'autre bout, il y a les États. Donc, déjà, les États, les classes sociales, etc. Et tout ce qu'il y a au milieu, c'est les middle-ranged ou les transégalitariennes. Vous voyez. Alors, avec un outil comme ça, vous vous retrouvez avec des choses qui n'ont plus rien à voir avec les autres. Alors évidemment, après, vous pouvez dire, là-dedans, il peut y en avoir un peu beaucoup passionnément à la folie, d'accord, mais il me semble que c'est un outil justement moins précis que de définir la richesse par la présence de paiement, le fait que les êtres humains, dans leur vie en société, vont
utiliser les biens matériels pour régler leurs rapports sociaux. Voilà, je le dis d'une façon un peu pédante et un peu savante, mais enfin c'est ça l'idée. Hein, encore une fois, vous avez des sociétés où pour satisfaire les obligations sociales, vous payez de votre personne, point barre, ou à la limite d'une de vos sœurs, vous voyez. Enfin, voilà. Mais vous ne payez pas avec des biens matériels et donc vous ne recherchez pas à accumuler des biens matériels pour avoir plus de puissance sociale. Et il y a des sociétés où ça se met en place. Alors, encore une fois, ça ne se met pas en place du jour au lendemain comme ça, mais quand même, il y a une espèce de moment déclic, voilà, qu'on essaye de cerner. Voilà, c'est ça le vaste débat. Hein, et je rajouterais juste pour préciser la remarque sur aristocratie que l'anthropologie américaine utilise le terme aristocratie ou noblesse pour désigner les populations de la côte nord-ouest sans difficulté particulière. On l'a adapté au paléolithique, ça peut paraître un peu provocateur, mais je veux dire que c'est un terme... Voilà. Moi, j'en étais resté à l'idée, peut-être un petit peu ancienne et fausse, que les sociétés de chasseurs-cueilleurs étaient des sociétés donc, de partage, avec plus ou moins peut-être des niveaux de richesse, et qu'on ne laissait pas justement, contrairement aux sociétés dites développées, les gens mourir de faim. C'est-à-dire que donc même les plus, les plus mauvais chasseurs avaient quand même le droit de manger et de se répartir cette partie de la richesse commune. Alors je voulais savoir, dans les sociétés très, de chasseurs-cueilleurs, ou plutôt de pêcheurs-cueilleurs très inégalitaires, où on va laisser justement, à l'instar de la société moderne, les gens mourir de faim quand d'autres vont faire, seront obèses. Je suis pas super pointu sur la côte nord-ouest, mais par contre, il y a dans le public quelqu'un qui me fera les gros yeux si je dis des bêtises. Alors, il me semble que le très mauvais, celui qui va vraiment pas faire, etc., il y a encore des mécanismes égalisants, égaliseurs, je sais pas comment il faudrait dire, hein, dans ce type de société, mais qui fonctionnent finalement de moins en moins et uniquement pour le pain quotidien. Donc je pense qu'effectivement, en côte nord-ouest, si vous êtes un homme libre, parce que Manu l'a pas dit, mais c'est des sociétés esclavagistes. Hein. Donc voilà. Donc si vous êtes un homme libre en tant que membre de la maison, effectivement, vous aurez toujours un petit quelque chose à manger. Mais c'est tout. Et y compris, vous avez des gens dans ces... alors, vous voyez, en gros, hein, vous avez au-dessus ce qu'on appelle les nobles. Alors, les nobles, c'est pareil, on ne sait pas très très bien ce que c'est en réalité, parce que nous, on calque ça sur notre propre Moyen-Âge, mais enfin, vous voyez, c'est... Bon, voilà. En tous les cas, des gens qui ont un nom, un blason, etc., et l'accès à la richesse. Hein, voilà. En dessous, les hommes libres, on va dire standards, et puis quand même en dessous, une couche d'esclaves. Hein. Mais même entre les hommes libres standards et les esclaves, il y a ce qu'on appelle en ethnologie anglo-saxonne ce délicieux nom les rubbishmen, hein, les gens détritus, vous voyez, enfin voilà. Alors ceux-là, on les laisse peut-être pas crever de faim, mais ça veut dire qu'ils sont tellement nuls, tellement tout ce qu'on veut, que eux, par exemple, jamais ils se marieront. Parce que jamais quelqu'un leur donnera de quoi payer, de quoi se marier, etc. Donc vous voyez, oui, il y a une certaine solidarité, on ne les laissera pas mourir de faim à ma connaissance, mais Maurice, non, bon, d'accord. Donc si c'est vrai, alors ça va. Mais vous voyez que ça commence déjà quand même à s'étaler. Et encore une fois, de toute façon, en dessous, il y a les esclaves, et j'ajoute des esclaves traités... des esclaves, quoi. Enfin, je veux dire, c'est pas une exagération, etc. Assez couramment, on va tuer des esclaves en côte nord-ouest pour le pur plaisir d'exprimer la puissance et la richesse. Hein. Testard disait, c'est comme Gainsbourg qui avait cramé un billet de 500 €, 500 francs à la télé, c'est pareil. Donc, alors, vous construisez une nouvelle maison, vous tuez un ou deux esclaves au poteau parce que ça porte bonheur. Un riche meurt, et vous tuez 2 ou 3 de ses esclaves pour l'accompagner dans la tombe. Et une anecdote particulièrement gore, mais puisque vous avez appuyé sur le bouton, voilà, il y avait un riche de ces Indiens-là qui voulaient accueillir très dignement et en foutre plein la vue à un autre riche qui venait lui rendre visite en canoë, qui s'est gratté la tête un moment pour se demander qu'est-ce qu'il allait pouvoir inventer pour épater l'autre. Et ils ont zigouillé une dizaine d'esclaves, ils les ont mis les uns contre les autres sur la plage, et comme ça ils ont dit à l'autre, tu vois, ton canoë ne s'abîmera pas sur les galets, tu vas pouvoir... voilà. Et c'est des chasseurs-cueilleurs.
Oui, j'aimerais savoir si en fonction de vos 3 jours d'échange, comment vous avez traité le cas de ce qui se passe avant le Paléolithique supérieur, où on a des tas d'indices de stockage. Je pense aux moustériens. On sait que les Néandertaliens étaient capables de stocker, si Sandrine Costamagno a abordé ce point. Et d'autre part, pour en revenir au modèle, je pense qu'il faut être très très prudent, puisque les sociétés du Paléolithique supérieur n'ont pas toutes inhumé leurs morts de la même façon qu'à Sungir, on a des individus inhumés qui n'ont pas assez parure, que si on regarde les travaux d'Eric Trinkos récemment publiés, ces 2 jeunes enfants sont en très mauvais état de santé. Donc pour des élites, c'est un peu surprenant. Alors là vous reprenez certains arguments qui ont effectivement été avancés au cours de ces 3 jours, notamment effectivement par Sandrine. Effectivement, elle a rappelé le fait que le stockage existait déjà dès le Paléolithique moyen. Alors là-dessus, évidemment, pour nous, ça n'invalide pas encore une fois le modèle, mais effectivement, ça relativise sa portée. Par ailleurs. Sur le reste. Non, enfin, juste sur le stockage, c'est ce que je disais avec la difficulté de nos marqueurs. Hein, c'est que quand Testard dit c'est le stockage qui détermine le passage d'inégalité, il dit le stockage à large échelle. C'est-à-dire c'est le stockage qui fonde une économie. Mais on sait en ethno aussi qu'il y a des gens qui sont un peu stockeurs. Et par exemple, où le stockage devient la condition de la mobilité. Par exemple, chez certains Inuits, il y a des caches réparties tout au long du périple annuel. Et voilà. Bon. Alors, on a eu souvent le problème, c'est qu'on se dit, tel trait, tel marqueur, que ce soit le stockage, que ce soit la quantité de parures qu'on retrouve dans une tombe, que ce soit le nombre de biens très travaillés, très ouvragés et sans utilité productive, etc. On se dit, tel trait, passer un certain degré, ça sent la riz. Enfin voilà, on se dit ça peut être un indicateur. Et donc un stockage important est sûrement lié à la sédentarité et donc aux inégalités. Bon, le problème c'est qu'on trouve peu de choses et qu'on trouve un stockage limité. Alors chez Néandertal aussi, voilà. Donc enfin c'est ce que nous a dit Sandrine en tous les cas. Donc des stocks qui sont réels. Alors d'abord on a encore une fois, comme souvent, très peu de choses. Mais voilà, elle dit, le stockage, effectivement, Néandertal en faisait déjà, sans doute pas à une large échelle. Et on ne voit pas, en tous les cas, dans le coin, parce que là aussi, hein, elle nous a fait un exposé sur la France du Sud-Ouest, dans la fenêtre de tir. Je ne sais plus si c'était que le Magdalénien ou tout le Paléosup, mais enfin, peut-être tout le Paléosup. Enfin voilà, en tous les cas, ce petit bout d'Eurasie. Voilà. Elle dit, on ne trouve pas, pour cet endroit-là, des traces plus significatives de stockage qu'on en trouve au Moustérien. Voilà. Donc, vraisemblablement, on aurait tendance, sur la base de ce qu'on voit, à dire c'est du stockage à l'esquimau, on va dire, bon, voilà, sur la base de ce qu'on voit. Mais après, c'est l'éternelle discussion. Est-ce qu'il y aurait eu du stockage qu'on ne voit pas? Est-ce que, voilà, bon, c'est... Par ailleurs, sur l'état de santé des enfants à Sungir, là, je ne sais pas si on peut trop se baser sur ce critère-là aussi, parce que, pareil, du côté de l'ethnologie, ce qu'on peut lire, y compris dans des sociétés donc, où il y a beaucoup de richesses, et en particulier sur la côte nord-ouest, c'est que malgré la richesse, malgré l'accumulation, etc., il y a des périodes de famine qui sont décrites de manière extrêmement détaillée, donc qui touchent évidemment aussi les stockeurs, hein, bien sûr. Donc on peut imaginer que là aussi, la malnutrition, etc., pouvait entraîner des problèmes de santé conséquents. Donc sur ce critère-là, je ne sais pas si on peut forcément en déduire des choses plus générales sur le plan social. Mais... Je crois que quelqu'un avait aussi fait l'hypothèse à Sungir pour les enfants de mort d'accompagnement pour l'adulte qui était enterré à proximité. Ça pourrait être une hypothèse intéressante. Pour en revenir au rapprochement que vous faites entre le style naturaliste et puis l'inégalité, la volonté pour une classe sociale favorisée de se différencier, est-ce qu'on est sûr qu'il n'y a pas de contre-exemple? Il y avait ce fameux exemple des Bushmen du Kalahari ou de Namibie qui dessinent des élans très naturalistes et qui pourtant sont des chasseurs-cueilleurs. Je ne me rappelle plus ce que vous m'aviez répondu à ce propos. Je vais vous le redire.
Alors, je vais vous le redire, mais prudemment, parce que en fait, je maîtrise pas totalement. Là, il y a peut-être un petit peu une ambiguïté, ou en tout cas un possible contre-exemple, mais néanmoins, les recherches que j'ai un petit peu faites sur le sujet montrent que chez les SAN, enfin, bon, ces peintures d'Elan donc sont des antilopes qui sont absolument magnifiques, et d'ailleurs effectivement légitimement on peut et c'est un des rares cas d'art de chasseurs-cueilleurs qu'on peut rapprocher du paléolithique. C'est un fait incontestable. Mais les données que j'ai pu glaner ici ou là, c'est compliqué, hein, les peintures de cette région-là, de savoir qui les a faites, qui les a pas faites, etc. C'est pas simple. Et néanmoins, les données que j'ai pu glaner ici ou là montrent précisément des signes possibles de complexité sociale relativement importante. D'abord, on les attribue à du néolithique, une réalisation plutôt par des éleveurs, et avec un funéraire, alors avec toute la prudence qu'on peut, mais un funéraire quand même avec des tons, avec offrandes, etc. Donc voilà, mais ça je vous donnerai des références si ça vous intéresse. Enfin, ce que j'ai obtenu, parce que c'est encore une fois sur les SAN, l'information me semble assez parcellaire, mais la situation manifestement sur le plan social a pu, et d'ailleurs ça rejoint ce qui a été dit précédemment, a pu évoluer. C'est-à-dire qu'on peut avoir des passages, encore une fois, pour des histoires aussi territoriales, de déplacement en population, enfin tout un tas de choses qui ont pu faire que des gens qu'on perçoit aujourd'hui comme très égalitaires ont pu peut-être à d'autres moments l'être moins. Et il est possible quand même que ces peintures soient raccordables, si je puis dire, à une période plutôt qui serait plutôt du côté de la complexité. Je dis ça, un terme un peu fourre-tout, mais plutôt de la complexité sociale. Juste pour en rajouter une petite couche, en fait deux. Alors, il a employé le mot de mort d'accompagnement, donc qui est un terme que je préfère éclairer peut-être pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est Testard, encore lui, qui avait identifié cette pratique qui consiste, ce que je vous racontais avec les esclaves de la côte nord-ouest, c'est pas du tout une particularité locale, c'est un truc très répandu dans le monde, dans des sociétés marquées par de fortes hiérarchies économiques ou politiques, de zigouiller des dépendants, alors des esclaves, des femmes, à la mort d'un puissant, pour l'accompagner dans la tombe. Et donc c'est un bon marqueur d'inégalité. On peut être inégalitaire et ne pas faire ça, mais quand on fait ça, c'est qu'on est inégalitaire. Alors, Bruno Boulestin, qui a fait la communication sur le funéraire, lui dit que sur tout le Paléo Sup, alors je rappelle, sans sépulture en tout et pour tout, voilà, il y a 2 ou 3 cas qui, à la rigueur, pourraient peut-être être des morts d'accompagnement, mais rien de probant. Voilà, aucun cas, disons, où on pourrait dire, là, celui-là s'en est, voilà. Donc, 2 ou 3 qui peuvent se discuter, mais qui ne sont pas probants. Et il rappelait aussi que les SAN qui ont été, alors qu'on appelle aussi les Bushmen, voilà, enfin, pour les plus anciens peut-être, qui ont vu le film « Les dieux sont tombés sur la tête », voilà, c'est eux, et qui ont été le prototype du chasseur-cueilleur depuis les années 50-60. C'est-à-dire que vous avez eu vraiment le chasseur-cueilleur, c'était le bushman, et tout ce qu'on voyait chez les bushman, on disait, bah voyez, les chasseurs-cueilleurs, tralala, tralala. Et Boulestin rappelait à quel point c'était un très 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 mauvais exemple. Parce que les SAN sont vraiment le prototype même des chasseurs-cueilleurs qui ont été repoussés par des ennemis plus puissants qu'eux, enfin des ennemis ou des voisins plus puissants qu'eux, avec lesquels en plus ils ont eu des relations, enfin il y a eu des mélanges, etc. etc. Et où, voilà, un truc classique, mais les Bushmen, vous lisez les ethnographies des années 50-60, tout le monde dit, oh là là, qu'est-ce qu'ils sont gentils ces gens-là, ils se battent jamais, etc. Alors bon, vous lisez de plus près, celui qui écrit ça, il vous dit, bon, mais enfin quand même, le taux d'homicide est supérieur à celui des États-Unis. Vous voyez, bon, alors voilà, ils se battent jamais, mais enfin quand même, de temps en temps, ça fait des morts. Mais enfin, toujours est-il, ils sont vraiment gentils, et il y a un bouquin qui leur est consacré, c'est Des gens sans méchanceté, c'est le titre du livre, voilà. Et vous lisez une ethnographie de 1880 sur les Bushmen. Le gars écrit, ces gens-là se font la guerre. Voilà. Et vous voyez, c'est le genre de truc qui a complètement disparu avec, avec l'entourage, l'évolution de leur milieu, etc. Et nous, on récupère les Bushmen de 1950 et on dit, voilà. Et donc, je pense que c'est à ces problèmes-là aussi qu'on se heurte
Quand on veut attribuer l'art, évidemment, c'est pas signé. Donc voilà, qui a fait ces choses-là voilà. Est-ce que vous avez des informations sur les Even, les Evenk, les Yukagir et les Tchouch de la vallée de la Colima? On a eu que ça. C'est justement ceux avec lesquels Charles nous a embêtés. Parce qu'il se pourrait bien, s'ils sont encore en vie, que vous puissiez rentrer en contact par l'intermédiaire de l'ambassade de France à Moscou avec des gens que j'ai rencontrés dans la vallée de la Colima. Entre autres, un pilote d'hélicoptère qui a débuté sa carrière à Zyryanka. Pour information, c'est Solzhenitsyn qui en parle dans l'archipel du Goulag. C'est la capitale administrative du pire des goulags qui ait jamais existé sous Staline. Et en même temps, c'est une vallée qui est remplie de chasseurs-cueilleurs. Et je pense qu'encore aujourd'hui, même s'ils sont vérolés par l'appât du gain, comme tout le monde dans le monde entier, vivent au plus près des chasseurs-cueilleurs de l'époque. Pour les avoir côtoyés pendant 10 ans, il y a 2 personnes que vous pourriez rencontrer. Un, c'est Radion, le plus grand chef à l'époque d'une région comme un tiers de la France. Et le véritable chef administratif, c'était ce pilote d'hélicoptère. C'est un Ukrainien. J'espère qu'ils sont tous les 2 encore en vie, parce que c'était il y a longtemps. L'Ukrainien était véritablement le chef concret de toute cette population. Radion était le chef des populations autochtones. Mais en contactant Alexander Mekeda, le pilote d'hélicoptère, son rôle de chef consistait simplement à faire un piège concret, dans la mesure où les soviétiques ont voulu que les populations autochtones profitent du progrès. En tant que pilote d'hélicoptère, il était un peu un pompier, un préfet. C'est lui qui transportait les carcasses d'élan de 1 tonne avec l'hélicoptère pour améliorer le quotidien des Evenk, des chasseurs-cueilleurs. C'est lui qui transportait les carcasses de rennes des éleveurs Even pour arriver jusqu'à Moscou. Et c'est lui qui allait chercher, c'est ses copains pilotes d'hélicoptères qui allaient chercher les Tchouch. C'est des Esquimaux qui vivent dans le delta de la Colima. Ils avaient eu l'intelligence de comprendre qu'ils pouvaient servir, dans leur intérêt de chasseurs-cueilleurs, des progrès soviétiques. Ils adoraient dériver dans une barque faite en peau de morse jusqu'au détroit de Bering. De l'autre côté du détroit de Bering, il y avait leurs cousins esquimaux d'Alaska. Donc ils allaient voir les gardes-côtes russes pendant la guerre froide et leur disaient « Coucou, on a dérivé, on est perdu. Est-ce que vous voulez bien nous ramener en hélicoptère jusqu'au delta de la Colima ?» Ce pilote d'hélicoptère a atterri à Zyryanka à l'âge de 25 ans en 1975. Et il a fini par devenir le chef de la base d'hélicoptères. Je pense, pour l'avoir côtoyé, que c'est la mémoire actuelle de l'artificialisation de ces chasseurs-cueilleurs. Quand il est arrivé, la plupart des gens vivaient sous des ourasa, avec la prononciation russe que j'ai pas. C'est des tentes comme celles des Indiens. Ils n'avaient aucune culture. Leur pain pour pomper la sauce dans le bouillon de renne, c'était des sortes de cyprinidés qui faisaient sécher. Et une fois que cette viande de poisson était séchée, elle avait la particularité d'absorber comme de la mie de pain. C'est juste salé, c'est juste infect, mais c'était leur pain. Et je pense que ce type pourrait vous raconter toute sa vie à observer ces gens-là, dans la mesure où son métier, c'était de faciliter la vie de tous ces événements. Alexander Mekeda, si vous avez accès à l'ambassade de France, vous demandez déjà s'il est encore en vie, parce que l'espérance de vie d'un Russe est de 65 ans, et je pense qu'il doit avoir 65 ans, voire un peu plus. L'espérance de vie des chasseurs autochtones est de 40 ans, et le grand chef de cette région doit avoir actuellement 55 ans. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Merci. Et on ne manquera pas de transmettre le tuyau à Charles, parce que c'est quand même lui le grand spécialiste de la région.